Et donc, le sujet de mon travail parle de l'évolution de l'œuvre de l'artiste contemporaine américaine Lynn Hershman-Lisson, qui s'inscrit entre le développement technologique d'un côté et les théories féministes de l'autre. Cette dernière a commencé sa carrière dans les années 1960 dans la région de la Bay Area, donc sur la côte ouest des États-Unis, là où se trouvent les plus grands technopoles et la Silicon Valley, qui est un endroit qui bouillonne dans le développement technologique et industriel, etc. Donc, en s'inspirant de tout cela, elle a développé différentes formes de nouveaux médiums, de nouveaux médias aussi, et qui propose toujours un commentaire sur la relation entre la machine et l'humain, et particulièrement entre la machine et la femme, puisque celles-ci sont toujours omniprésentes dans son œuvre et sont les protagonistes principales de chacune des œuvres qu'elle a pu réaliser. Parce qu'en effet, même si elle est considérée comme une pionnière en art numérique, elle est aussi considérée comme une des premières artistes féminines de cette génération qui s'est développée dans les années 60 en Californie. Et en Californie, c'est ça? San Francisco, c'est la Californie? Oh, j'ai eu un doute. Et donc voilà, pour aborder son travail, j'ai décidé de distinguer 5 périodes thématiques où la question de l'identité est donc portée par un contexte technologique spécifique et aussi par des questions féministes qui y sont liées. Donc le premier chapitre aborde plutôt la question de l'identité et la construction de l'identité par la pratique de la performance et de la co-identité. Donc pour cela, Lynn Hershman-Lisson a développé un alter ego qui s'appelle Roberta Breitmore et qu'elle a interprété pendant de nombreuses années. La performance a duré entre 7 et 10 ans, c'est pas vraiment clair parce que les premières balades étaient plutôt la découverte de cet alter ego. Et donc, par le fait de pouvoir se travestir et de rentrer dans cette identité-là, elle a su répondre à la question « Qu'est-ce qui fait d'être une femme dans les années 70 et de vivre dans ce contexte-là » Et donc, elle y a répondu en créant une identité visuelle pour son alter ego, en créant une identité législative et surtout en documentant tous les moments de la performance à travers des photographies prises par des détectives privés, à travers des images de caméras de surveillance ou à travers l'enregistrement de conversations qu'elle a réussi à avoir avec des personnes normales de la vie de tous les jours. Cela a résulté en une sorte de base de données qui est le miroir culturel de ce qu'est une femme dans cette époque-là, et elle a aussi réussi à construire une personnalité à ce personnage qui serait un peu comme une intelligence artificielle qui apprend de ces interactions. Cette réflexion qu'elle a eue sur la façon d'utiliser la caméra de surveillance et toutes ces techniques pour pouvoir créer une identité, l'a ensuite amenée à envisager le voyeurisme et la possession de l'autre, parce que si on arrive à collecter les données sur quelqu'un, on peut devenir cette personne et prendre un peu sa place, et ce qui a amené donc la deuxième partie de son œuvre avec la question du voyeurisme. Pour cela, elle a aussi été pionnière dans un nouveau médium qui est l'installation virtuelle interactive. Donc, les œuvres qui sont analysées dans cette partie sont des œuvres où, en fonction de l'interaction qu'on a avec l'écran, on arrive à dévoiler toute une partie, tout un scénario un peu, où on décide de l'histoire des protagonistes. Et donc, c'est un sentiment où on participe à observer la vie de quelqu'un et à l'altérer, et qui est renforcé aussi par l'omniprésence des caméras de surveillance qui se développent dans les années 80. Ça fait aussi un très grand lien avec la théorie du gaze qui est soulevée par Laura Mulvey dans l'article Visual Pleasure and Narrative Cinema, qui dit que le regard n'est jamais neutre et que particulièrement le regard des hommes a un impact sur la façon de présenter les femmes. Et donc c'est ça qui est mis dans les œuvres Deep Contact et Room of One Homes qui sont analysées dans cette partie. Le fait d'être observé et d'être inscrit dans un monde d'images rejoint aussi le monde de la cybernétique, qui permet ensuite de développer la figure post-humaine, qui est une figure d'un humain qui est dépassé et qui rentre dans un monde purement technologique. Et donc c'est cette partie-là qui est développée dans la troisième période de son œuvre, avec des idées qui sont tirées notamment du manifeste cyborg de Donna Haraway, et aussi avec toutes les théories sur la cybernétique qui sont amenées.
Et donc, dans cette période, on retrouve des œuvres comme Seduction of a Cyborg, qui est un film qui aborde la question de s'inscrire dans une cybernétique particulière, quitte à en devenir totalement addict et se faire un peu absorber et digérer par un monde, par un cyberspace qui est beaucoup plus grand que la réalité humaine. Donc, finalement, le dépassement de l'humain que proposait Donna Haraway, qui serait le moyen de devenir plus fort, est un peu remis en question par le côté dystopique de cette désagrégation dans un monde plus grand que nous. Ce lien, du coup, entre le cyberspace et l'humain est renforcé à travers le lien entre la technologie et la biologie qu'elle aborde dans la 4e période de son œuvre, quand, dans les années 2000, on réalise de grandes avancées en biotechnologie et en génétique, et donc ce qui ouvre aussi la porte à des questionnements féministes sur la place de la femme face à une technologie où la sexualité et la reproduction ne seraient plus dans leurs mains, puisque c'est un des rôles biologiques de la femme depuis longtemps de pouvoir transmettre la vie. Et le fait de créer des vies artificielles questionne un peu sa place. Et cette transgression un peu hégémonique du rôle de la sexualité. Et donc c'est ça qui est mis en avant dans le film Technolust, où une scientifique se fait cloner et les clones doivent survivre en séduisant des hommes pour récupérer des chromosomes Y sur lesquels elles dépendent. Donc voilà, c'est aussi ce rapport entre les deux. Et plus tard, dans son œuvre, plutôt dans les années 2010-2015, elle s'est intéressée à l'écoféminisme, donc la relation entre la femme et la pureté des eaux, puisque c'est un problème qui est très actuel et que tout un mouvement des théories féministes s'intéresse à la relation entre domination patriarcale et du coup domination écologique. Elle remet les deux ensemble dans des installations comme Twisted Gravity, qui utilise une série de Water Woman qu'elle avait commencé dans les années 60, qui représente des femmes à partir de gouttelettes d'eau, et qu'elle met en relation avec une technologie qu'elle a créée en collaboration avec des chercheurs à Harvard, qui permet de détruire les particules de plastique qui sont présentes dans l'eau et donc de nettoyer les eaux polluées. Donc voilà, comme vous avez pu constater, elle s'est toujours tenue à la pointe des nouvelles technologies. Il y a toujours eu en tête des théories féministes dans son œuvre, et donc le but de mon travail est de démontrer tout ça et de l'illustrer à travers d'analyses d'œuvres d'art.